Bonjour à tous et bienvenue dans Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de l'actualité à l'Assemblée et au Sénat. On va encore parler aujourd'hui des conséquences de l'épidémie de Covid-19. Et avec moi pour présenter cette émission, Tam Tranui. Bonjour Tam. Bonjour Brigitte. Et notre invitée aujourd'hui, Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice de Paris et c'est Tam qui brosse votre portrait. Marie-Noëlle Lienemann, vous êtes née à Belfort, mais votre carrière politique vous a mené sur d'autres terres. Elle vous a fait bourlinguer du Pas-de-Calais à la capitale en passant par l'Essonne. Vous êtes sénatrice de Paris depuis maintenant 8 ans. Située à la gauche de la gauche, vous avez appartenu en tant que ministre du Logement à 2 gouvernements socialistes au début des années 90, sous Mitterrand, et au début des années 2000, gouvernement de Lionel Jospin. Mais il y a 2 ans, vous quittez le PS avec fracas, le parti que vous qualifiez de canard sans tête. Alors, où vous situez-vous aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas clairement franchi le Rubicon jusqu'à la France insoumise? Est-ce que ce ne sont pas les seuls audibles aujourd'hui à gauche? Alors, d'abord, nous avons créé avec Emmanuel Morel et nos amis du MRC, qui étaient proches de Jean-Pierre Chevènement, un parti, parce que la France insoumise n'est pas un parti petit, peut-être, la gauche républicaine et socialiste. Pourquoi? Parce que nous croyons au parti comme outil qui permet des synthèses politiques, des réflexions collectives, qui s'inscrit dans la durée, dans une histoire et dans l'avenir. Donc, nous pensons que la gauche républicaine manque aujourd'hui de visibilité et doit mieux s'affirmer. Je ne suis pas non plus, comme vous dites, la gauche de la gauche. Je dirais que je suis au cœur de la gauche parce qu'historiquement, on a quand même vu le Parti socialiste dériver vers le centre, quand je suis sympathique, et vers le libéralisme en tout cas. Donc moi, je me sens en fidélité. C'est le Parti socialiste qui s'est déplacé. Oui, la preuve, c'est que la plupart des Français considèrent qu'il est plus à gauche. Donc voilà. Donc moi, à partir de ce moment-là, si j'avais pensé que on pouvait encore transformer ce parti qui se dévitalisait, qui avait quand même permis l'arrivée d'Emmanuel Macron, j'y serais restée pour continuer mon combat. Et aujourd'hui, vous êtes pour l'union de la gauche ? Je suis pour le rassemblement de toute la gauche sans exclusive. Or, aujourd'hui, j'observe gauche et écologiste, parce qu'il y a quand même l'émergence du monde écologiste. J'observe aujourd'hui que tantôt, un certain nombre de gens disent toute la gauche sauf Jean-Luc Mélenchon. Je m'excuse, c'est quand même lui qui encore aujourd'hui incarne la plus grande force dans cette dynamique-là. Et de l'autre côté, peut-être une tentative ou une tentation de considérer qu'on peut faire sans une partie de la gauche réformiste, à condition qu'en effet, il n'y ait pas d'ambiguïté avec Emmanuel Macron. Donc je suis pour le rassemblement autour d'un programme offensif. Alors, vous restez avec nous. Voici tout de suite les titres de cette émission. L'état d'urgence sanitaire s'arrêtera le 10 juillet, mais le gouvernement prévoit ensuite une sortie progressive, un régime dérogatoire pendant 4 mois qui fait grincer des dents dans l'opposition. Il y avait déjà 2 commissions d'enquête sur le Covid lancées par l'Assemblée et le Sénat. Voilà que le gouvernement veut aussi lancer sa propre évaluation de la crise. La crise économique succède à la crise sanitaire. Un 3e projet de loi de finances a été adopté en Conseil des ministres cette semaine. Il porte l'effort financier à 460 milliards d'euros. Et pour commencer cette émission, arrêtons-nous sur le projet de loi organisant la fin de l'état d'urgence sanitaire. La date est fixée, l'état d'urgence se termine le 10 juillet, mais il y a un mais, car un projet de loi présenté mercredi en Conseil des ministres prévoit qu'il soit suivi par un régime dérogatoire jusqu'au 10 novembre, une période de 4 mois pendant laquelle le gouvernement va pouvoir restreindre certaines libertés, un entre-deux que critique un certain nombre de sénateurs. Samia Dechir. Dans un mois, la France sortira de l'état d'urgence sanitaire, mais pas forcément du régime d'exception. Dans un projet de loi présenté mercredi en Conseil des ministres, le gouvernement prévoit de maintenir certaines mesures de restriction des libertés pour 4 mois supplémentaires, soit jusqu'au 10 novembre. Le Conseil scientifique a fait état de 4 scénarios d'évolution de l'épidémie. Dans tous ces scénarios, le virus existe toujours tant que nous ne disposons pas de traitement ou de vaccin. Il continue donc à circuler même à bas bruit et il est donc nécessaire que nous soyons armés pour pouvoir répondre à cette situation. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité qu'il y ait une sortie sèche de l'état d'urgence sanitaire, mais plutôt une sortie en biseau pour une période transitoire de 4 mois. Jusqu'au 10 novembre, l'exécutif pourra donc réglementer la circulation des personnes, l'accès aux transports en commun et aux lieux accueillant du public. Mais surtout, il pourra continuer de limiter ou d'interdire tout rassemblement sur la voie publique. Pour l'opposition, c'est une prolongation de l'état d'urgence qui ne dit pas son nom. Ou bien on prolonge l'état d'urgence parce que la situation sanitaire le justifie,
ou bien on ne le prolonge pas. Nous allons entendre les informations scientifiques sur l'état de l'épidémie et nous verrons bien à ce moment-là ce que nous déciderons, mais en tout cas, nous prendrons une décision franche, pas dans un entre-deux. Le projet de loi sur la fin de l'état d'urgence sanitaire doit maintenant être adopté par le Parlement. Et au Sénat, la partie semble pour l'instant mal engagée pour le gouvernement. Et pour la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, il est nécessaire de sortir progressivement de l'état d'urgence sanitaire. On l'écoute. L'idée, c'est de faire une fin de l'état d'urgence sanitaire progressive. On ne peut pas tout arrêter d'un coup. Et puis, il faut envisager la possibilité que dans une zone ou une autre sur le territoire, il y ait peut-être une recrudescence de cette épidémie. Donc, il faut garder quand même certains outils. Donc, ce projet de loi vise à cela. On arrête l'état d'urgence d'une façon globale, mais on conserve un certain nombre d'outils. Ce d'autant plus qu'on va rentrer en période estivale. Il faut plutôt que le Premier ministre et le gouvernement aient les outils à disposition pour pouvoir agir immédiatement si besoin. Donc voilà, c'est organiser la sortie de façon progressive, raisonnée, en assurant la sécurité juridique des actes qui pourront être pris au moment de cette sortie. Et puis voilà, on termine tranquillement cette période, cette drôle de période. Marie-Noëlle Lienemann, est-ce que vous comprenez ces précautions que prend le gouvernement en cas de deuxième vague? Pas de reconfinement, mais des interdictions ciblées. Est-ce que c'est utile quand on voit par exemple que l'épidémie peut reprendre avec les derniers événements en Meurthe-et-Moselle? Ciblées, mais décidées par qui? Parce que c'est toujours le même problème. Bon, moi, personnellement, je pense que ce qu'a dit Philippe Bas, pour le coup, je suis pas souvent d'accord avec lui, en tout cas pas toujours, et il a raison. Soit on sort de l'état d'urgence, on rentre dans le droit commun, mais il y a toujours la possibilité dans le droit commun, s'il y a un problème quelque part, de prendre une mesure, et en particulier, s'il y a un travail sérieux avec le Parlement, de pouvoir très rapidement délibérer s'il y a besoin de modifier. Mais on n'est pas dans une situation exceptionnelle, cette crise sanitaire dont on ne peut prévoir finalement une éventuelle deuxième vague. Les autres pays de l'Union européenne, ils n'ont pas d'état d'urgence. Donc ils vivent quand même, ils ont pris des mesures quand même. Et qu'on arrête de nous faire croire que dans ce pays, on n'a pas d'outils pour agir quand il y a un problème majeur qui se pose quelque part. C'est pas vrai. Donc là, il y a un problème, il y a une espèce de culture de généraliser l'état d'urgence. Je vous rappelle qu'une partie au moment du terrorisme, une partie des mesures dites d'urgence sont finies par rentrer dans le droit commun. Et on voit bien comment, petit à petit, jusqu'en 2020 d'ailleurs, ces mesures de l'état d'urgence qui est sécuritaire jusqu'en 2020. Vous craignez qu'il en soit de même? C'est seulement pour 4 mois. Moi, personne. Non, mais alors là, attendez, là, je vous parle de l'ancien sur le terrorisme. Oui, de la loi bien comment. Là, cette fois-ci, oui, non, mais c'est chaque fois 2020, puis après c'est encore plus longtemps, puis au cas où, on ne sait jamais. Non, il faut que le droit français, il est applicable pour les situations d'urgence sanitaire. C'est-à-dire que vous accusez ce gouvernement, finalement, depuis 2017, depuis la loi SILT, de porter atteinte aux libertés publiques? Je pense que petit à petit, on grignote sur les libertés publiques. Je pense aussi qu'on grignote, plus que grignote, on affaiblit le Parlement. Et on fait croire que c'est par un coup d'ordonnance, d'ailleurs pas seulement sur ces sujets d'urgence, c'est l'exécutif qui sait mieux faire. Bon, on a vu l'exécutif, il y a quand même eu d'énormes dysfonctionnements, pour ne pas dire de fautes et d'erreurs. Donc ça n'est pas une faiblesse d'associer le Parlement aux décisions publiques, et en particulier quand il s'agit des libertés, où il faut trembler quand on modifie nos lois sur ce sujet. C'est une tentation qu'on voit dans la plupart des pays, parce que comme le libéralisme crée un système d'inégalité accrue, de violence accrue, de violence sociale, mais aussi de violence, d'autres violences, la réponse c'est il faut absolument. Le projet de loi, il avait aussi pour but d'interdire les rassemblements, de pouvoir confiner. C'était une erreur, le confinement? Moi, je pense que le confinement était la conséquence, pour une large part, en tout cas le confinement généralisé était la conséquence d'incurie au début de la pandémie, et j'allais dire auparavant, parce que la France ne s'était pas bien préparée. Il n'y a pas que la responsabilité de cet exécutif. Absolument aussi, pas. Je rappelle que moi-même, j'avais souvent protesté contre les politiques d'austérité budgétaire, notamment dans le domaine de la santé ou de la protection, et en particulier quand on avait, soi-disant pour des rationalités de fonctionnement, réuni toutes les instances qui étaient censées faire le suivi sanitaire du pays. On a supprimé les US ou les PSUS, je ne sais plus quel était son nom exact, et du coup on a perdu des outils d'alerte et de préparation. Donc moi je pense que le confinement, il aurait pu être moins long, peut-être plus
circonscrit dans la géographie, et en tout cas, il est plus l'incurie que le manque d'outils juridiques pour agir. Pour en revenir sur le régime dérogatoire sur les 4 prochains mois, vous avez des craintes sur la liberté de manifester. On entend déjà l'opposition, on entend les syndicats. Écoutez, regardez l'histoire des infirmières qui voulaient faire grève, ou les paramédicaux qui veulent faire grève le 16. On interdit les manifestations. Ils manifestent tous les jeudis. Aujourd'hui, voilà. Il y a des mouvements. Il y a eu des rassemblements pour d'accord, mais la loi, autorisés. Je m'excuse, la loi, elle n'est pas là pour être à géométrie variable. On a le droit ou on n'a pas le droit. Donc il fallait interdire le rassemblement, par exemple, pour George Floyd, l'hommage à George Floyd. Non, je dis simplement que c'est pas la peine d'aller faire une loi pour dire qu'on va interdire. On peut toujours interdire une manifestation. Trouble à l'ordre public. Il n'y a pas besoin d'avoir une loi d'urgence. Si le préfet considère qu'il y a un trouble à l'ordre public parce qu'il y a une menace sanitaire, c'est trouble à l'ordre public. Il n'y a pas besoin de cela. D'ailleurs, ils ne se gênent pas pour les interdire. Mais je vois bien la pression qu'il y a pour essayer de tuer les mouvements sociaux, ou alors on donne le sentiment qu'on laisse faire et que la loi s'applique à géométrie variable. L'émotion dépasse les règles juridiques, a dit Christophe Castaner. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Ça a été salué par une partie de la gauche qui a dit. Moi, je pense que les règles juridiques doivent permettre que l'émotion s'exprime. Et là, on met des règles juridiques inadaptées qu'on respecte pas, et après, comment aller expliquer que c'est selon que vous serez puissant, misérable, les circonstances, les têtes d'opinion. Non, les lois, les règles juridiques doivent permettre à l'émotion populaire de s'exprimer. Si je comprends bien, vous ne voterez pas ce projet de loi visant à sortir de l'état d'urgence sanitaire. Je suis pour sortir, mais je suis contre les dérogations. Donc je voterai la sortie sans les dérogations. Et si on m'oblige à voter les dérogations, sans doute, en tout cas, je ne la voterai pas. Allez, on poursuit cette émission avec, dans l'actualité également au Parlement, l'annonce par l'Élysée de missions d'enquête indépendantes pour évaluer la gestion de la crise sanitaire. L'objectif de ces missions, porter un regard indépendant et transparent sur la situation et avoir un retour d'expérience, explique l'exécutif, un but qui froisse les sénateurs. Ces derniers lancent d'ailleurs les travaux de leur commission d'enquête fin juin. Jérôme Rabier. L'Élysée a soigneusement fait fuiter l'information aux médias. L'exécutif souhaite lancer sa propre commission d'enquête sur la gestion de la crise. L'objectif de cette 3e commission serait de porter un regard indépendant et transparent sur la gestion de la crise par l'exécutif et d'avoir un retour d'expérience dans sa dimension sanitaire. Ce qui a fait bondir le président du Sénat, Gérard Larcher, qui évoque sur les réseaux sociaux sa stupéfaction en apprenant la nouvelle. Il aurait même d'abord cru à une fake news. Mais depuis cette annonce, le gouvernement fait bloc et défend l'idée d'un retour d'expérience courant dans le monde de l'entreprise. Je suis très surprise parce que si nous n'avions pas nous-mêmes travaillé à améliorer nos processus de décision, tout le monde se serait écrié que c'est scandaleux. Et après, je veux dire, il y a le temps de l'exécutif, il y a le temps des parlementaires. Autant dire que du côté des parlementaires de l'opposition, l'initiative fait bondir. Pour le futur président de la commission d'enquête sénatoriale, c'est un scandale institutionnel. C'est un geste antidémocratique de première grandeur. Il y a l'Assemblée nationale qui a sa propre commission d'enquête, le Sénat qui a la sienne. Il me semble que c'est largement suffisant. En tout cas, la Constitution avait prévu la liberté des parlementaires sur le sujet. Même indignation à la gauche de l'hémicycle. Pour le patron du groupe socialiste au Sénat, cela va laisser des traces dans les relations Parlement-exécutif. Ça peut être aussi un acte de défiance du gouvernement à l'égard du Parlement, alors que le Parlement a été tout à fait à la hauteur depuis le début de cette crise, et donc c'est tout à fait dommage. D'autant que la commission d'enquête de l'exécutif veut aller vite, très vite même, avec un rapport prévu cet été. Les parlementaires rendront eux leurs conclusions d'ici la fin de l'année, en espérant montrer que l'indépendance du Parlement permettra un véritable bilan de l'action du gouvernement pendant cette période. Et précisons que selon Le Canard enchaîné, il va y avoir 2 missions, une mission d'experts scientifiques et un audit financier de la Cour des comptes. Marie-Noëlle Lienemann, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ce n'est pas complémentaire par rapport aux commissions d'enquête parlementaire que cette initiative de l'exécutif? Ou de l'art de noyer le poisson. Parce que Emmanuel Macron et le gouvernement savent qu'ils ont une large part de responsabilité dans non pas le déclenchement du virus, c'est clair, mais la manière dont la France
ne s'est pas armé de manière opérationnelle et n'a pas tenu un discours de vérité aux Français. Rappelez-vous l'histoire, non, faut pas mettre de masque, ça sert à rien, les tests, ça sert à rien. Enfin bon, bref, on connaît tous cela. C'était en fait. Vous dites noyer le poisson, mais la commission Attendez, 30 secondes. Noyer le poisson, parce que tout l'art va être de donner des messages tous azimuts pour dire dans tout ce veau, il y a du pour, il y a du contre, on sait, personne n'est responsable de rien. Et ça va accroître la crise démocratique. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'ils ont dit sur les commissions d'enquête de l'Assemblée? C'est qu'elles n'étaient pas impartiales et indépendantes. Mais la meilleure indépendance, c'est le pluralisme. C'est le fait que dans cette commission, vous ayez des gens de tous bords politiques représentant le pays. Deuxièmement, elles sont transparentes. Toutes les auditions sont publiques. Il n'y a pas le confinement entre les gens du même milieu qui discutent entre elles. Et on voit bien qu'il y a un travail très important de relation entre l'opinion publique et le Parlement. On l'a vu dans d'autres commissions d'enquête. Il y a des gens qui réagissent sur les réseaux sociaux ou qui nous appellent en disant « Pourquoi vous n'avez pas posé telle question ?» Donc ça permet de nourrir le débat. Le président craint une instrumentalisation politique finalement de ces commissions d'enquête. On a tous en tête l'affaire Benalla. Je m'excuse, l'affaire et en quoi c'est instrumentalisé politiquement Benalla? On a fait le Sénat a fait son travail, il a transmis à la justice. C'est pas lui qui juge. La justice a rendu son jugement. On se rappelle de l'énorme tension qu'il y avait eu entre l'exécutif et le Parlement à cette occasion. Mais vous croyez qu'il y avait eu des stigmates dans les relations entre l'un et l'autre. Mais on s'en moque des relations. C'est les citoyens qui ont besoin de savoir. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a dysfonctionné. Deuxièmement, les retours d'expérience. Moi, il se trouve que j'étais ministre au moment de l'explosion AZF à Toulouse. Et on le voit dans le rapport. Heureusement qu'il y a la commission d'enquête sur Lubrizol. Sur pourquoi et comment, etc. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'en effet, l'administration elle-même, l'administration, c'est-à-dire l'État, qui normalement n'est pas totalement vendu à 100% au gouvernement, il y a une certaine neutralité, doit rendre des comptes et expliquer son retour d'expérience propre. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais attendez, 30 secondes. Et les commissions d'enquête parlementaires, elles peuvent être non, l'exécutif doit faire travailler son administration. Et c'est pas l'Élysée qui gouverne le pays, c'est le Premier ministre. Vous dites finalement cette initiative, elle est contraire aux institutions? Moi, je trouve qu'elle parasite, elle cherche à noyer le poisson pour éviter les responsabilités et faire que tout se vaut. Deux, elle discrédite le Parlement et notamment son côté pluraliste qui garantit plus d'indépendance que tout autre, parce que les autres, ils vont être nommés par le président. Vous croyez qu'ils vont nommer des gens qui vont être très hostiles à leur politique? Non. Et par ailleurs, ça tue l'idée d'un État qui est porteur de l'intérêt général avec une certaine neutralité, qui lui-même, avec tous les défauts que je trouve aux fonctionnaires technocrates et autres, doit pouvoir expliquer aux citoyens son retour d'expérience en tant qu'État. En lien évidemment avec l'exécutif, mais en tant qu'État. Et c'est dans la confrontation de ces trois regards que nous devons, quitte à ce que l'État demande à des scientifiques des regards croisés, mais c'est à travers ces trois regards que les Français doivent pouvoir faire. Mais là, l'exécutif dit qu'il y aura un benchmark avec les autres pays, ce que ne fera pas les commissions d'enquête. On n'est pas dans une entreprise, le benchmark avec un autre pays. Vous avez un pays... Sauf que c'est une pandémie, c'est une crise mondiale. Est-ce qu'il ne faut pas pouvoir se comparer par rapport aux autres? Mais de toute façon, vous croyez que le Sénat et le Parlement vont pas regarder ce qui s'est passé ailleurs? Ils vont auditionner aussi des personnalités. Ça nous arrive très souvent d'auditionner. Mais en plus, regardez, comment comparer la Suède et la France? La Suède, c'est gros comme Rhône-Alpes en nombre d'habitants, et c'est étalé sur un territoire très vaste. Pourquoi le Covid s'est pas déplacé en Allemagne avec la même truc? Certes, il y a les décisions allemandes, mais il y a aussi, si je puis dire, on pourrait dire, la moitié de la France ouest, elle est vachement bien organisée, tandis que la moitié est, c'est vraiment des nazes, puisqu'il y a eu essentiellement sur l'est le Covid est beaucoup moins sur l'Ouest. On voit bien qu'il y a d'autres critères que simplement parce que vous êtes français, parce que machin, que le système. Alors il y a des choses à tirer quand ça marche bien quelque part. Par exemple, c'est inacceptable que l'indépendance en matière de tests, en matière de matériel, l'Allemagne en est davantage que la France. Ça, il n'y a pas besoin de 25 000 experts étrangers pour vous le dire. Précisons que d'ailleurs la commission d'enquête du Sénat prévoit des déplacements en Allemagne pour faire ce type de comparaison. On le voit quand même, l'heure est maintenant vraiment aux critiques. Est-ce que tout de même il ne faudrait pas renouer avec une part de l'unité nationale qui est apparue au plus fort de la crise, y compris dans ce moment pour penser à l'après, pour faire le bilan aussi de cette période?
Il faut, vous savez, le principe même de la raison en France, c'est le regard critique sur le réel et la capacité de nous mobiliser autour de projets communs. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et l'unité, c'est pas faire l'autruche, faire bon, on va pas se fâcher les gars, tout va bien. Non, faut avec lucidité, sans acrimonie excessive, mais avec une lucidité absolue. Et en tout cas, des points de vue absolus. Deuxièmement, oui, je suis pour une mobilisation générale. Mais on ne mobilise pas les Français autour d'un unanimisme bêlant. Derrière le chef et l'exécutif, et encore plus quand on voit que toute une série de nos concitoyens restent les oubliés des politiques publiques, alors qu'ils sont souvent les plus fragiles. Vous allez contre un gouvernement d'union nationale. Mais non, ça n'a pas de sens. Il faut que le débat ait lieu, mais on peut être mobilisé en débattant. Qu'est-ce que c'est que cette idée qu'il faudrait être... on n'est pas à l'armée, et encore quand on discute l'armée, ils causent entre eux quand même. Mais on n'est pas... je ne veux voir qu'une seule tête. Au contraire, il faut que toutes les énergies se sentent utiles à l'avenir du pays, que tous ceux qui ont des projets, envie de faire, qui ont envie de se former, qui ont envie puissent se sentir partie prenante. Des énergies qui vont être bien utiles et nécessaires, puisqu'on va maintenant s'intéresser à la crise économique, conséquence de l'épidémie de Covid. Et de Troyes, un troisième projet de loi de finances rectificative a été présenté cette semaine en Conseil des ministres. Dans la foulée, Bruno Le Maire a défendu ce nouveau budget en commission. Alors, en dépit des milliards prévus pour relancer l'économie, un consensus politique ne semble pas se dégager. Elsa Mandagava. Un troisième collectif budgétaire pour faire face à la crise sanitaire, devenue crise économique. Je rappelle que l'ensemble des sommes qui sont consacrées à cette réponse à la crise économique représente, avec ce PLFR 3, 460 milliards d'euros. C'est 20% de la richesse nationale française, c'est l'équivalent du produit national brut de l'Autriche. C'est donc une réponse massive et, je le redis, efficace qui a été apportée à cette crise. Dans ce budget rectificatif, 45 milliards d'euros pour les secteurs les plus fragilisés, 18 milliards pour le tourisme, 15 milliards d'euros pour l'aéronautique ou encore 8 milliards d'euros pour le plan automobile. Pour ce troisième projet de loi de finances rectificative en 3 mois, la droite réclame dorénavant un cap. Globalement, où va-t-on ? Quand on est face à des chiffres de cette ampleur, ce serait assez important peut-être de conduire le pays vers un tout petit peu plus de lucidité. Vous égrenez des plans sectoriels. Je le comprends, c'est les secteurs qui souffrent le plus. Il faut évidemment le faire. Mais où est la vision d'ensemble ? Les oppositions de gauche, elles proposent une taxation des plus hauts revenus. Il me semblait qu'en période exceptionnelle, on était en droit de demander un effort exceptionnel, une contribution exceptionnelle aux plus aisés. Nous aurions préféré que cet argent public investi trouve le moyen de faire contribuer un peu plus le capital financier à l'effort réclamé à toute la nation. Les prévisions économiques pour cette année s'aggravent à nouveau. Le déficit s'élèverait à 11,4% du PIB. Marie-Noëlle Lienemann, 460 milliards d'euros ont jusqu'ici été injectés dans l'économie. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la crise en matière d'économie par ce gouvernement ? Je crois qu'il fallait injecter massivement de l'argent public. Je me réjouis d'ailleurs qu'on découvre que l'État a un rôle économique majeur et pas seulement, et c'est là des réflexions qu'il faudra avoir même sur la mise en œuvre du plan, c'est pas seulement la voiture balai quand le système va pas pour qu'ensuite on empoche les profits et les bénéfices quand ça va mieux. Certains empochent les profits. Donc, premièrement, d'accord avec ces stratégies. Deuxièmement, je vois bien poindre avec les propos de M. Wörth la bonne vieille rengaine de la droite, contre la gauche. Faut être prudent, faudra faire de l'austérité, faudra revenir comme avant. Qui va payer finalement il faudra y penser, ça, non ? Dans le débat de la dette, parce qu'on sait que toutes les dettes. C'est pas une question que vous vous posez ? Non, pour une raison simple, c'est que l'histoire de la France est faite de dettes non du monde est faite de dettes non remboursées. Alors on étale dans la durée. Je ne veux pas rentrer dans la technique. Je veux dire les manques qu'il y a aujourd'hui, parce qu'ils sont aujourd'hui terribles pour une partie des Français. C'est sur le cap social. Premièrement, tous ces chômeurs
qui ne sont pas indemnisés, qu'on appelle les intermittents de l'emploi. C'est 1 200 000, voire 1 500 000 de personnes qui n'ont rien, c'est-à-dire qui sont indemnisés de rien parce qu'ils étaient extras dans l'hôtellerie. Cette période a été marquée notamment par les dispositifs de chômage partiel, ils ont été très généreux. Vous admettez tout de même que ce type de dispositifs ne peuvent pas continuer ad vitam aeternam? Ad vitam aeternam, certainement pas. Plus longtemps, jusqu'en septembre-octobre, oui. Tous les économistes montrent que c'est un mécanisme qui est à la fois pourvoyeur de pouvoir d'achat, maintient les gens dans l'entreprise et permet aux entreprises d'essayer de limiter la casse. Mais qui coûte? Oui, ça coûte, mais ça coûte aussi 15 milliards pour l'automobile, etc. Donc oui, ça coûte. En revanche, il faut bien contrôler qu'il n'y a pas d'abus. Ça, je pense que le gouvernement a conscience de ce point. Donc je le dis tout net, il y a une urgence absolue au chômage, à l'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle. Et la première, pas du spectacle justement, de l'emploi, parce que ceux du spectacle sont réglés, pas les autres. Et ceux-là sont très fragiles. Donc vous ne demandez pas un retour de l'ISF, vous dites finalement les dettes ne seront pas remboursées. 30 secondes, laissez-moi terminer. Il y a un deuxième. Il nous reste 30 secondes. Bah oui, je sais bien, mais justement pour moi c'est important. Deuxièmement, les jeunes. Il faut mettre le RSA pour les jeunes tout de suite. Troisièmement, il faut mieux conditionner les aides, en tout cas faire un accord pour que les aides de relance industrielle permettent la mutation, pas de fermeture de sites. On doit travailler à la mutation des sites industriels existants et enfin faire contribuer les plus riches, les mouvements financiers et les GAFA à la relance de notre pays. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes d'avoir assisté à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo.